Bonjour à tous, Joshua Oshi à l'assaut d'Etoudi. Le candidat du SDF à la présidentielle de 2018 est annoncé en meeting à la place des fêtes de Bouddha le 30 avril prochain. Ce sera lundi prochain donc. Et ce sera également son premier meeting après son investiture en février dernier par le SDF, son parti politique, en présence du chairman du SDF, Nidjon Fundi, qui pourra à l'occasion adouber Joshua Oshi dans ce meeting-là. C'est ce qui ressort d'ailleurs d'un récent document adressé hier au sous-préfet de Bouddha par le président de la circonscription électorale locale du SDF là-bas à Bouddha et portant déclaration d'organisation d'un meeting politique. Cela dit, le SDF qui se démarque de l'ambiance de nombrilisme qui est actuellement observée sur la toile, mais également sur les plateaux de télévision où les différents militants se donnent et s'envoient des noms d'oiseaux qui enrichissent, on va le dire, le lexique politique du Cameroun entre avions et voiture, entre manger ou boire, entre pénalty à tirer. Voilà comment l'opposition se met en place. Ce sont là peut-être aussi des obstacles à la coalition politique de l'opposition qu'on souhaite voir mettre sur pied. Cette candidature de large consensus qui pourrait aller challenger le président Paul Biya en octobre prochain. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous renouveler votre confiance pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 24 avril 2018, jour de rentrée pour les sénateurs, on va le dire, qui à 11h vont donc assurer la session ordinaire de plein droit, telle que prévue par les textes réglementaires au Cameroun. Chalamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à son Excellence Atangandi. Je reviens de Diben avec des courriers. Premier, pas de coup d'état coutumier à Diben. Deuxième, Matanga ne descend d'aucune lignée royale. Troisième, Matanga arrêtez d'intimider les autorités et de menacer. Quatrième, Matanga Maurice est disqualifié depuis longtemps. Cinquième, Matanga Maurice n'a pas de maison à Diben, mais il est chef. Voici les acteurs. Voici les acteurs de ce tripatouillage traditionnel. Les voici. Vivement, monsieur le ministre, que vous voyez la situation à Diben, car des corps vont tomber. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Chalamel Bachou qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 pour la colère de Chalamel, la légendaire colère de Chalamel d'ailleurs qui a fait un buzz total sur les réseaux sociaux hier. Je ne vous en dis pas plus, madame, messieurs. Alors Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour sur le plateau et à nous chers téléspectateurs. Vous avez parlé du buzz de Chalamel. Oui. Peut-être qu'on en parlera aussi à la fin de ce programme, pourquoi pas. Parce qu'en fait ça fait le buzz sur la toile. Mais vous l'avez dit, ce 24 avril est une date très importante pour le Sénat. On en parlera justement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, mais aussi quelques images du stade de Japoma, puisqu'on parle de la CAN 2019. Et puis, vous verrez par vous-même que les travaux avancent. Et puis, on va reconforter quand même le corps des Camerounais pour dire que cette CAN va bel et bien s'organiser au Cameroun. Vous restez sur une ligne bien optimiste. Oui. Et on vous comprend d'ailleurs, Florazé. Pour tout cela et pour tout ceci sur le plateau ce matin du Zénith, on ne manquera pas de titiller les lenteurs administratives et la politique qui est menée dans le cadre des préparatifs de cette CAN 2019 que le Cameroun tient à organiser. Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi j'ai un cœur meurtri. Lorsque Chalamel revient avec des choses comme ça et que, en haut lieu, non, on vous parle de l'autorité traditionnelle. Moi, j'ai un cœur meurtri.
Parce que l'administration territoriale a choisi les chefs comme auxiliaires d'administration et est venue maintenant s'aborder l'autorité traditionnelle. J'ai vraiment un cœur maîtris dans un Cameroun comme ça qu'on va vous dire émergent. Vous ne pouvez pas vous émerger si vous piétinez les ancêtres. Malgré cela, quand même, moi j'ai quelqu'un que je vais saluer. Il s'appelle Allié Godwill Etime. Malgré cet environnement, il a fait un témoignage. Comment réussir dans une situation difficile, surtout dans un pays difficile comme le nôtre. Il a sorti un témoignage. Et voici, c'est bon. Ça veut dire qu'on a l'habitude de dire les jeunes aujourd'hui, c'est la bière, c'est l'alcool, c'est d'ici. Même si tu sors de Dibeng, il vous dit comment on doit réussir. Même si tu as Douala. C'est possible de réussir au Cameroun. Oui, c'est possible. Il y en a. On a vu les cardiopathes qui viennent ici, ainsi de suite. Mais lui, Aïe Godwill Etime, il continue pour dire ayez confiance au Cameroun. Vous avez Charles Hamel lui-même n'est plus parti en Libye. Il est là. Donc, parce qu'il est très fort. Non, parce qu'il vous dit, il justifiait, mais il dit quand même, construisons. Voilà, construisons. Donc, on va surtout dire à votre suite ce matin, bon, Bengan, qu'on ne peut pas parler d'émergence lorsqu'on immerge ses ancêtres. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, madame, monsieur, démarrons ce programme ce matin avec l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse qui, elle aussi, fait un buzz total sur les réseaux sociaux via les histoires qu'elle raconte et qui crée beaucoup de sensations. Ce n'est pas nous, on n'a pas vocation à créer la sensation, mais si les conséquences et les effets sur vous sont comme tels, allez-y, nous prenons. Alors, bonjour et bienvenue Tendance. Bonjour Eric, donc je crée le buzz sur les réseaux sociaux, c'est vrai Eric? Bien sûr. Oh, je ne savais pas, je vais commencer à me prendre la tête maintenant jusqu'à... Je vais commencer à me vanter, passe en route comme ça, me salue, répond un genre. Je joue qu'à la star. Ah bon? Oui, parce que quand il reste là, il ne me sent pas, on dit que la fille c'est trop simple. Je vais commencer à me vanter. Non, mais c'est pourtant ça qui fait en sorte que tu... Ah non, ça qui fait mon charme. Oh, oui, qui fait que tu crées le buzz sur les réseaux sociaux. C'est vraiment oui, c'est vrai. Les gens trouvent que Tendance est une... comment on appelle ça, Bengan, pour... comment on appelle... Une mascotte? Non, pas la mascotte. Comment il qualifiait le candidat, l'autre candidat là, qui est quoi social, un manchot social, c'est pas un truc comme ça. Mais Tendance n'est pas un manchot social, elle est plutôt, on va le dire, une personne à part entière. Très sensible. Très sensible. Non, on dit qu'il ressemble à son père Mbombok, parce qu'ils sont toujours calmes. Ils sont toujours... Je ne parle même pas moi, quand il parle, on n'entend pas ma voix. Je suis une fille très timide. Voilà. Mais sauf que ce matin, on va parler de l'association des femmes pleureuses. Association des femmes pleureuses. Donc, pardon, les femmes qui aiment pleurer, qui pleurent, écrivez dans mon numéro Facebook, Tendance Cogne, où vous me donnez vos numéros de téléphone. Parce qu'il y a une association de femmes pleureuses au Cameroun. On recherche les femmes qui vont pleurer pour qu'on paye. Et on paye selon tes larmes. Ce n'est pas le genre que tu pleures, que tu fais les faux pleurs. Non, tu pleures vrai. On ne fait pas le semblant. Parce qu'on paye. Et on vous déplace. Hébergement, logement, tout, on vous nourrit. On a recruté qui t'annonce? On a recruté ma copine parce qu'elle est venue me contacter. La fille a pleuré, Chalamel. Hey! Tu dis qu'elle pleure souvent, Eric. La fille a peut pleurer 2 jours, ça ne finit pas. Même pour elle, rien du tout, elle pleure. Qu'elle a moins de quoi avec le père de son enfant, les larmes coulent. Même au bureau, quand elle a moins de quoi avec son patron, les larmes coulent. J'avais dit que maman, tu penses souvent qu'elle a de pleurer, non, maman? Donc, pour les femmes qui sont prêtes à pleurer, pardon, faites-moi signe. Je parle gourrier comme ça, mais ce n'est pas bon, Harry. L'association des pleureuses professionnelles. Oui, l'association des pleureuses professionnelles. Et on vous paye en fonction des larmes que vous coulez. Et en fonction de comment vous pleurez. On pleure qui? Quoi? Les deuils. Quand il y a deuil, on vous appelle, vous venez pleurer. D'accord. Je reste et ma copine m'appelle. Que maman, pardon, si tu es chaude, on paye à partir de 10 000 francs. Donc, à la veillée. Donc, les veillées, c'est encore les veillées de tous les soirs. 10 000 francs par femme, par tête. Par tête. Là, tous les soirs, quand il y a deuil, tu viens, tu pleures, on te donne 10 000, on note. Maintenant, quand tu pleures très fort et qu'on vient, les gens viennent trop te calmer, c'est 25 000 francs. Quand tu pleures, tu t'enroules au sol,
Si tu connaissais le défunt, tu prononces son nom. Oh Brigitte, Brigitte, tu me laisses à qui? Oh, tu étais tout pour moi. C'est 30 000 francs. Et pour te déplacer, c'est 100 000 francs en montant. J'ai vu ça hier comme la magie, Bobo. Elle dit qu'elle est prête à... Donc elle est prête à partir pleurer pour qu'on paye. Elle est venue me contacter. J'ai dit qu'elle ne dépend plus de moi. Oui. Que je vais contacter toutes les femmes qui veulent aussi pleurer pour qu'on les paye. Si vous êtes prêtes, faites-moi ci comme je vous ai dit. Est-ce que c'est normal d'abord qu'on paye les gens de venir pleurer au deuil? La question est bien posée. Oui, c'est bien posé. Deuxième question, pose un peu à ma place. Bon. Non, ouais, parce qu'il y a les jours où tu peux parler, que tu es dépassé par les événements. Voilà, doit-on pleurer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Voilà un deuxième au fleur. Cherchez un troisième sujet pour m'accompagner. Cherchez une troisième question pour m'accompagner. Alors, oui. Hein. Charles Amel, faut-il aller pleurer quelqu'un et gagner de l'argent? Non, mais Flora Zenon, ne dit pas nous faire ça tétanisé Flora. Ça tétanisé Flora. Je fais les contours dans ma tête, je ne... Vraiment, c'est déjà le débat? Non, pas le débat. Ça peut être le débat aussi. Justement. Charles Amel, donne ta question, je note. Oui, note ta question. Faut-il gagner de l'argent en pleurant? Un individu qu'on ne connaît pas. Bonne interrogation. Eric, bon, t'as pas cité quoi, mon père? Faut-il pleurer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Bonne interrogation. Faut aussi je conclue par toi, pardon, donne ta part. C'est quoi la symbolique des pleurs au deuil? C'est quoi? À quoi servent les pleurs dans un deuil? À quoi servent les pleurs à un deuil ou dans un deuil? À un deuil ou dans un deuil. À un deuil. On voit mon écriture, comment écrit bien. Elle a une bonne main d'écriture. Quelqu'un n'a pas fréquenté. Je lis les journaux. Je tape, j'ai dans mon téléphone, je tape déjà que quand ça donne les fautes, ça donne la couleur rouge. Vas-y, moi, si on voit mon écriture, comment j'écris bien. On va dire que la fille a écrit même d'abord quoi. J'écris. On voit. Les questions ont été posées et vous avez la parole. Il ne faut pas faire dans la langue de bois. Quand vous avez envoyé les messages, envoyez ce qui vient du fond de votre cœur. Eric, c'est bon. Très bien. Je te passe la parole. Alors, madame, monsieur, ce matin, on met les pieds dans un grand plat, on va le dire comme ça. Parce que le plus souvent, Charles Amel et Boro Bengan sont ici les chantrins d'une dénonciation qu'ils font de l'individualisme, de l'individualisation de nos sociétés, qui font en sorte que l'homme n'est plus l'animal social ou politique au sens même de Aristote, et que l'homme devient, pour parler comme Hobbes, un loup pour l'homme, donc omni lupus homi. Et c'est grave parce que lorsqu'on arrive à subir un malheur, on n'a plus personne pour nous accompagner. C'est pourquoi on peut voir des phénomènes comme ce qu'on a décrit ce matin, des pleureuses professionnelles qui viennent donc assurer ce manque, cette insuffisance, cette carence de socialisation de l'homme, désormais devenu individu dans un ensemble devenu, comme vous le savez, la route du chacun pour soi. Alors, Boro Bengan, je commence par vous ce matin. Une fois n'est pas coutume, pour avoir d'abord la symbolique de l'acte de pleurs qui semble être un acte naturel, un acte où on fait savoir qu'on est affligé par le départ de l'être cher. Et ensuite, que pensez-vous de ce phénomène social qui se construit? On voit qu'à Côte d'Ivoire, ça prend des proportions inespérées. Le Cameroun également s'y est mis. Quelle est votre lecture de ce phénomène? D'abord, j'ai été attristé, je commence par la dernière. Oui. Je vais le citer ici, c'est un confrère, il travaille à CRTV Littoral, Gervin Bourou. Il m'appelle, je pense, en 2014-2015. C'est lui qui me fait connaître le problème. Et maintenant que ça arrive chez Tendance, ça veut dire, comme vous avez dit, que le phénomène a pris de l'ampleur. Gervin Bourou me dit, il a trouvé dans son village dans le sud, et les gens étaient surpris de voir les femmes venir pleurer et tout d'un homme. Mais après, finalement, on a pensé que peut-être c'était une de ces couples, mais ils ne pouvaient pas avoir autant de maîtresses quand même. Après, ils étaient en tenue. C'est plus tard qu'ils se sont rendus compte que, mais en fait, c'est une association qu'on paye. Je vous dis, parle bien de Gervais Bourou, c'est lui qui me met la puce à l'oreille. Oui, justement, il était venu à moi. Une personnalité très connue. Voilà, il m'avait posé les mêmes questions que vous me posez là tout à l'heure, parce que vous voulez comprendre. Je lui ai dit, ça, c'est ahurissant. Vraiment, dans notre tradition, les deuils étaient catégorisés. Lorsque vous entendez parler de mort-né et tout, la seule personne à faire le confort, c'était la femme qui perdait un enfant et tout ça. On lui dit non, écoute,
on envoie de tout. Même à elle, on lui disait non, c'est le sang. Donc bon, on transformait ça, on donne des images en fonction de on vous dit non, le sang est retourné, non, reste, tu viens de subir d'abord les trucs, bon, on la remonte et tout. Maintenant, les deuils des jeunes, jusqu'à un certain âge, on ne mangeait pas. Et on pleurait vraiment, c'est-à-dire que tout le monde est attristé. Comment un jeune, jusqu'à, quand je dis jeune, voilà, la fleur de l'âge, jusqu'à 50 ans, quand il mourait, on ne mangeait pas. Il y avait ce qu'on appelle Bayanoum, donc ta famille maternelle, on vient, on peut leur donner une chèvre et un régime de pantin pour qu'ils rentrent et tout. Mais il posait des questions. Pourquoi notre neveu, que se passe-t-il dans votre famille? Pourquoi notre neveu? Mais tout le monde était attristé. Attristé. Et dans les 60, 80 ans, là, on pleurait, papa est parti, on veut voir sa progéniture qui vient vraiment. Là, on pleure, on dit, on aurait souhaité que. Maintenant, les gens plus âgés qu'on peut appeler des vieillards, là, c'était la fête. D'accord. C'était la fête, mais il y en avait quand même qui étaient affligés parce que chez nous, en Afrique, plus quelqu'un vieillit, plus qu'on n'a pas envie de nous séparer de lui. On n'est pas comme les Occidentaux où il y a des maisons de retraite. Nous, on veut aller chez nos vieux. Vraiment, on sait bien qu'il peut aller d'un moment à l'autre, il peut partir, il peut mourir d'un moment à l'autre, mais on a toujours envie de le retenir. Il faut dire que quand on vous écoute ce matin, on comprend que au-delà de l'affliction qu'on peut avoir, du mal-être qu'on peut ressentir, de la tristesse qu'on peut ressentir, de la douleur, le deuil est davantage aussi un rituel. Absolument, c'est un rituel. Oui. C'est pas normal, voilà, un jeune homme ou une jeune fille de 30 ans meurt, même si c'est un accident, on ne mangeait pas. On ne mangeait pas. C'est que la famille est en train de disparaître. Et là, on pleure vraiment. On pleure, on cherche à regarder. Bon, si c'est un accident comme ça, vraiment, on demande à Dieu Tout-Puissant que vraiment cela ne nous arrive plus. Et on fait justement ces rituels pour que les accidents finissent. Mais ce genre, cette formule-là, qui tend à revenir, et quand Tendance le dit ce matin, ça veut dire que depuis 2014, ce confrère me l'avait dit, ça veut dire que c'est en train de prendre des à cette femme de ne pas y aller. Ne pas y aller. De toutes les manières, moi, peut-être je ne vais plus prendre la parole. D'un mes deuils, et je vois une cohorte de femmes, et me renseigne que c'est ça, je les fais rentrer. Oui, je vais les faire rentrer. Et vous avez dit quelque chose de fondamental. C'est ça qui marque donc que nous ne sommes plus dans une société. Nous sommes vraiment... Vous avez utilisé le terme associé. Oui, l'individualisme. Voilà, ce qui fait que ce qu'on appelle société. Qu'est-ce qui fonde la société? L'harmonie entre nous, nous ne sommes plus. Et vous, Charles Hamel, vous utilisez souvent une expression qui me semble appropriée pour ce cas. Les élites ont une proximité aérienne. Ils ne sont pas là. Elles ne sont pas là, ces élites. Pas là, Et là, elles sont obligées donc de payer les gens pour venir. Pour venir faire du spectacle. Pour venir faire du spectacle. La spectacularisation de la douleur. Donc on vient maintenant, on se moque de qui là? C'est une descente aux enfers là. Mais absolument. Parce on spectacularise tout, on théâtralise tout, même la douleur. Et quand on vous parle donc des dérèglements, des réglementations, des flagrations sociales, regardez ça. Alors Florazé, vous qui pensez que les morts ne sont pas morts, parce que les morts sont morts. Ah non, que les morts sont morts. Merci beaucoup, Charles. Regarde, je vous ai... Attendez, vous qui pensez que les morts sont morts, alors... Pourquoi ils m'ont dit Vichal? Vous qui pensez que les morts sont morts, vous voyez que vous avez du succès, parce que les gens s'appuient sur votre doctrine, pour créer une industrie autour de la mort. Oui, parce que vous voyez comment vous me... Non, bien sûr, c'est quand on a ce type de pensée qu'on en vient à se greffer à ce type de phénomène. Je vais donc vous dire ce que j'ai dit à propos. Oui, dites-nous. À propos de la question. Oui. C'est pendant son vivant, de son vivant Bambok, qu'il faut préparer justement comment les commodités, ou alors si vous voulez, hein, les sentiments nobles après que vous ne soyez plus là. Parce qu'aujourd'hui, le matérialisme et bien d'autres choses font que quand une personne décède, quand on vient même à son deuil, ce sont des ragots, il était qui, qu'est-ce qu'il faisait même pour nous, etc. et tout, puisqu'il n'est plus là. Donc aujourd'hui, si j'ai des choses, des sentiments à manifester envers autrui, et il faut pousser, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Je prépare mon bonheur. Je vais dire, le bonheur, je le vis maintenant, c'est pas après la mort.
Je prépare ces prémices, c'est dès maintenant que je vis ce bonheur. Donc, juste pour dire vous nous égarez. Hein. Non, pourquoi? Pourquoi chaque fois que je prends la parole, vous pensez toujours que je vous égare ou que je ne suis pas dans le sujet? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, attendez, je dis que c'est maintenant qu'il faut préparer tout ça. Florazé. Parce que comment une personne... Voilà une femme qui est prête, parce que l'argent est devenu roi sur la terre, elle est prête à aller... simuler la douleur, sauf que une personne qu'elle ne connaît pas, pour avoir 250 000 francs à la fin du mois, sauf que c'est qui va lui acheter des greffes brésiliennes. Et parce que oui, c'est ça aussi. La motivation vient d'où? Il y a une industrie qui est déjà fondée, qui est là, qui est basée. Ça veut dire que pour tous ceux qui aimeraient avoir des femmes pleureuses, etc., ils savent où se diriger. Alors, comment une personne qui vient de perdre un être cher peut concevoir dans sa tête, dans son intelligence, aller justement vers cette dire vraiment, je viens de perdre mon père, est-ce que vous pouvez me donner 5 ou 6 cohortes de femmes qui viendront pleurer? C'est là le véritable problème. Alors maintenant, mais oui, mais attendez, comment vous, Eric Fopussi, comment vous pouvez être un être cher, vous allez vers une industrie pour demander aux gens de venir. Mais c'est ça le véritable problème. Mais c'est ça le problème. Vous ignorez que les gens, ces gens-là, qui créent ce type d'industrie, font des publicités violentes. On vous adresse à coup de publicité, on vous dit que vous voulez faire un deuil. Vous êtes maître, non. Vous ne faites pas ça. Je dis non, Eric Fopussi, vous êtes maître de vous-même. Alors, pour moi, je trouve que c'est léger. C'est ça le véritable problème. Comment vous êtes amené? Qu'est-ce qui ne cloche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment vous venez de perdre un être cher et vous allez vers quelqu'un, vous dites vraiment, propose-moi 5 personnes qui viendront pleurer. Pourquoi? Oui, c'est le véritable problème. Maintenant, on est dans un monde, dans une société très précaire, on n'arrive pas à joindre les deux bouts et tout, mais attendez, si cette dernière a envie d'aller pleurer parce qu'elle veut 250 000, moi je ne juge pas ces personnes. Mais je dis, il faut démanteler ce type de réseau. C'est quoi cette histoire? Quelles sont les valeurs qu'on veut communiquer aux uns et aux autres? Je viens de perdre un être cher. Il a vécu sur cette terre, il avait des amis, il avait bref, il a vécu dans une communauté. C'est cette communauté qui vient manifester. C'est cette communauté qui devrait venir. Alors, je n'ai pas besoin d'impulser une certaine dynamique. Retirez votre terme, les morts sont morts, parce que ce que vous décrivez ce matin est clairement... Je dis ceci. Pourquoi vous avez l'habitude, Eric Fopussi, de transformer ce que je dis? Les téléspectateurs comprennent très bien. Je suis en train de dire... Le défunt de son vivant avait une communauté. Oui. Il a vécu, il avait une communauté, il y avait une association et autres. Ce sont ces personnes qui viennent d'elles-mêmes manifester l'émoi, qui viennent manifester une tristesse. Oui. Mais c'est ça. Mais alors, si ces personnes n'existent pas, elles existent. Comment on fait? Eric Fopussi, elles existent forcément. Mais ces personnes existent. Comment se fait Nous assistons. Comment se fait donc qu'on a des gens qui viennent pleurer de manière professionnelle et mais qui justement, ont l'argent? C'est ça le véritable problème. Non, c'est vous qui créez. C'est vous, Eric Fopussi, qui créez justement ce fossé. Oui. C'est vous parce que vous vous dites, ok d'accord, l'être cher, j'ai l'impression que n'était pas aimé au quartier, dans mon village, etc. et tout. Est-ce qu'on viendra même pleurer et tout? Moi j'assistais à des gens qui étaient, vous voyez quand vous arrivez au village, hein, les gens viennent des villages voisins, etc. et tout. On vient pas seulement parce qu'on connaissait la personne qui est décédée. Peut-être parce qu'à travers la tante, à travers la cousine, à travers, on vient soutenir la personne qui est endeuillée. C'est ça le principe. D'accord, très bien. Charles Amel Bachou, je vous donne la parole à présent pour avoir votre pensée sur cette question des pleureuses professionnelles et surtout, que dites-vous à cette dame qui semble hésiter à se lancer dans cette activité-là? Alors, il faut faire la différence entre les pleurs et les larmes. Il faut faire la différence. Tout le monde coule des larmes. Vous avez une conjonctivite, les larmes. Vous avez chaud, les larmes. Tout le monde coule des larmes, mais tout le monde ne pleure pas. Même Madame Cancan, lui arrivait de pleurer en pleine scène. Non, il faut dire que il faut faire cette catégorisation. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut dire que le deuil en lui-même obéit à 4 étapes bien précises. Le premier, c'est l'annonce du décès. C'est tout un rite. On n'annonce pas le deuil n'importe comment. On ne vit pas le deuil à ce moment. La préparation à la séparation, ce que vous appelez vulgairement l'organisation des obsèques. Non,
Chez nous, c'est la préparation à la séparation. Et la première phase, c'est que le trépassé perd son nom, perd son prénom d'occidentalisé. On ne dit plus Ali, on va dire le corps, on lève le corps quand. Il ne s'appelle plus Jean, il ne s'appelle plus Pierre, il ne s'appelle plus Jeannette, on dit on lève le corps quand. Le corps sort quand. Parce qu'on se prépare déjà à la séparation. Après cette deuxième étape, il y a la séparation proprement dite et l'oubli. Et il y a la quatrième et dernière qui est la perpétuation de la vie à travers ce qu'on appelle le successeur. Ça veut donc dire que chez nous, la vie continue. Il n'y a pas mort. La mort s'ouvre sur la vie. Voilà les deux points importants que je voulais relever chez le Bantou. La naissance et le passage d'une étape ou d'une vie à une autre. Voilà les deux étapes. Oui. Il n'y a que deux pays, deux zones où on vit cela. Nous avons la vallée de Moundou au Tchad et nous avons pratiquement la frontière dans la zone du nord-ouest où nous avons une tribu qui se rase les cheveux, qui pleure lorsque l'individu naît et qui célèbre la fête lorsqu'il meurt. C'est deux. Et nous sommes en train de penser avec des études que c'est des cousins. Donc dire aujourd'hui que une femme, une fille qui n'a pas connu le trépassé vient pleurer. Non, dites plutôt vient couler des larmes. Mais ne vient pas pleurer. Parce que ça obéit à une chorégraphie. Les pleurs obéissent à une chorégraphie. La chorégraphie qui retrace l'histoire de l'individu. Vous allez voir une maman qui pleure. Elle laisse. Vous pensez que c'est le spectacle. Elle raconte son histoire. L'autre va arriver ici, commencer à chanter. J'étais venu ici, je l'avais cherché, j'avais les problèmes, il m'avait aidé. Elle commence, elle retrace la vie, l'intimité. Je vois mal une femme qui ne m'a pas connu, qui n'a pas connu un trépassé, venir le faire. C'est impossible. Et c'est impossible. Le deuxième point, il y a les parures. Chacun, on ne se décore pas n'importe comment. Même le membre qui va à un deuil a une certaine tenue, une certaine parure pour aller au deuil. Il y a une préparation pour aller au deuil. Aujourd'hui, on voit des filles avec les rouges à lèvres, on voit ceci, il y avait une parure. Tellement on a pleuré, tellement on s'est enroulé que les chevelures ont une certaine couleur, le corps a une certaine couleur, et puis la personne éplorée se répandait de la cendre en signe de deuil. Que les chrétiens catholiques sont venus dire utiliser plutôt le blanc comme pureté. Non, c'était la cendre qu'on utilisait comme signe de deuil. Troisième chose, il y avait ce qu'on appelle le passage de classe, c'est-à-dire la veuve, ou le veuf changeait de classe. Il y avait des tenues qui étaient le bleu, parce qu'on savait qu'il était allé au ciel. Donc pour dire quoi, on ne pleure pas tout le monde. Le fou, le bandit, le suicidé et le sorcier. Le bandit. On ne les pleure pas. Le fils de... Je dis on ne pleure pas ces quatre. Je le dis en regardant la télé, on ne pleure pas ces quatre types de personnes. Le fou, le bandit, le sorcier et le suicidé. Donc si vous êtes dans ces quatre cas, ils n'ont pas droit au deuil. Ils n'ont droit à rien, même pas les honneurs. On emballe et hop. Donc voilà donc une société d'hybride occidentalisé qui se retrouve à spectaculariser la mort. On ne pleure pas un chef n'importe comment. On ne pleure pas un notable n'importe comment. On ne pleure pas un guerrier. Lorsque vous arrivez, par exemple, lorsqu'on fait les obsèques d'un bonbon ou d'un chef, la première personne qui ont dit chut. Absolument. On ne pleure pas. On médite. Donc ça, c'est la spectacularisation occidentale. Ce n'est pas tous les deux. Même une reine-mère, même une princesse. Le chef même, pour qu'on pleure, on lamente que le chef, il faut qu'on ait frappé le bouc. Qu'on ait frappé un bouc de l'autorisation. Et c'est une autorisation d'au moins 1 heure. Minimum 1 heure. Et après, c'est terminé. On passe à autre chose. Donc, ce qu'on appelle les pleurs, c'est juste une transposition de l'Occident. Et puis, Chalamel, chaque personne a son tour de deuil aussi. Parce que le deuil, on lance souvent, je vois, dans les cérémonies, des femmes pleurent. Et puis elles se tassent. Et puis lorsque une nouvelle personne arrive... oui, c'est parce qu'on connaît le vécu. Allez chez les bêtises, dans ce qu'on appelle les sanis. Les sanas. Où le soir, on exécute ces danses. On sort les habits de la femme.
ou c'est de l'homme, on porte des habits. Vous allez voir des gens qui portent des habits, les belles filles qui portent, elles se mettent à danser comme l'individu vivait. Je pense que Florazé, vous en savez quelque chose. On célèbre la vie. D'accord. Alors ces pleureuses, ça vient dénaturer et ça n'a qu'une seule fonction, dire que nous nous sommes perdus, comme l'a dit Bobo. Tendance, également, on va dire un mot sur ce sujet ce matin. Tendance pour ces pleureuses professionnelles. Je suis dépassée. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on appelle la douleur? Quand vous prenez dans le temps de prendre l'argent pour aller pleurer quelqu'un, c'est très dangereux. Et les familles qui acceptent ça, je ne peux pas. Même pour un franc, je ne peux pas vous pardonner. Parce que quand tu vas au deuil, tu ne pleures pas comme... Malédiction. Oui, tu ne pleures pas la personne qui est décédée, tu pleures ton propre corps. Tu pleures que ta part sur ton corps, que je pleure ma vie. Le jour de ma mort, quand il va mourir, il va faire comment? Quand on meurt même là, ça fait comment? Ça me fait me rappeler d'une copine Bombok. Une bandinaise, elle est à Paris. Tu vis à Marseille, à Paris. Je ne prononce pas ton nom, tu te reconnais. Quand la fille a perdu son père, Flora. À Marseille, en France. À Marseille, en France, autant pour moi. C'était un lapsus. Bien sûr. Ça peut arriver. Bon, la fille est arrivée au Cameroun, elle s'appelle Pascaline, Je n'ai pas ton nom de famille. D'abord, quand tu arrives en Europe, à moins d'1 an, tu as commencé à baptiser en Banjou. Quand la fille arrive au Cameroun, son père est décédé, elle pleurait qu'en patois. Quand on s'agakir, papa befur, et que war. Non, s'agakir. Tu t'es moqué de ton père. Quand on pleure, le dos, on doit être concentré. Ce n'est pas que tu viens pleurer en patois. C'est ce qu'avait dit Maman. Que on s'agakir. Tu vois, tu es en patois, tu pleures en patois, que je te dis à qui. Que on s'agakir. Papa befur. Le taganeur. Quand on veut l'arrêter, j'ai traduit en français, que papa est décédé. Ouais, je vais faire comment? Quand on a dit que taganeur en wattisant, tu as manqué le respect au mort. Quand tu veux pleurer, tu te concentres. Si c'est franchement ton père qui est mort, tu dois te concentrer et couler les larmes comme il se doit. Pas que tu vas venir ici, wattiser. Je mélange ça avec les mêmes gens qui payent pour qu'on pleure leur deuil. Ce n'est pas normal. L'association que vous avez fait au Cameroun, je vais dénoncer. Commençant, il y a l'autre ici à nous des dos. Je n'appelle pas le nom du boss qui a ça. Tout à fait. Je vous connais parce que vous avez dit que... Je confirme. Quand on m'apportait l'information, on m'a dit que c'était à nous des dos. Dans votre tête, c'est que... Il va me donner... Je vais faire la thérapeute, il va me donner l'argent. Je ne prononce pas son nom. Dès que ça monte dans mon cerveau, dès que mon toumou prend mon cerveau, je prononce son nom. Parce qu'on doit être au courant de tout ce qui se passe dans le pays ici. Pleurer comme à l'époque de nos parents, on pleurait. À l'époque de nos ancêtres, quand il y avait deuil, tu t'enroulais mon sol, tu disais que ouais, mon nom part comme ça, qu'il veut faire comment? Absolument, c'était vrai. C'était vrai. Ce n'est pas l'argent bonbon. C'était vrai, on pleurait, même on se rasait. On restait même sans dormir. Tu vois une maman comme ça qui perdait son mari, elle ne mangeait pas. Que ouais, ma moitié est partie où? Elle perd l'enfant, elle ne mange pas. Mais alors, je sais quand il y a deuil, quand il y a deuil, on ne se rase plus. Le soir, quand on te console, tu as la but 2 ou 3 bières. Tu dis, ah, mon enfant a souffert, il va faire comment? Quand l'autre revient encore, ouais, la main, alors on va prendre une. Tu pleures pas, après on te donne une, tu bois. Maintenant, en pleurant, mais ce n'est plus que tu pleures parce que ton enfant est dit. Tu pleures que l'argent. Tu pleures. Tu pleures que l'argent. C'est l'argent maintenant qui t'oriente. Mais comment une famille peut louer un quart de 20 places pour lui mettre uniquement les pleurer? Vous avez aimé le peuple. Posez-vous dans la question que c'est quel type de Vous avez aimé le peuple. C'est pas possible. D'accord. Dans quel monde? On va aller prendre les SMS tendance. Tout à me proposer. On va aller prendre les SMS. Ça, c'est l'argent empoisonné. On ne peut pas prendre ça. Avec Florazé. Florazé, quelques SMS pour ce matin, je vous en prie. D'accord. Oui. Alors, il y en a des réactions ce matin, pardonnez-moi. La toute première, je pense que par rapport à cela, le monde est en train de tomber dans un matérialisme exagéré qui tue les valeurs du deuil en Afrique. C'est vraiment désolant. Autre réaction, on dit souvent que les pleurs consolent un cœur meurtri, mais il y a ceux qui pleurent par fantaisie, juste pour ne pas être indexés du doigt. Comme assassin. Pour moi, les pleurs ne servent à rien parce que les larmes ne peuvent pas ramener le défunt en vie. C'est Toumba Atchong qui réagit. Ici, Isaac Ushiwa du village
de Bonapriso pense que c'est bizarre qu'on paye des personnes pour venir pleurer dans un deuil. Les pleurs dans un deuil doivent être le résultat de la compassion envers les membres de la famille et le sentiment de manque de l'individu perdu. Malheureusement, la modernisation et le capitalisme ont tout gâché. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette séquence consacrée au message. Madame, monsieur, l'émission se poursuit. Merci de rester sur l'émission télé qui tient à vous. Je m'interroge ce jour sur la question du chômage dans ce pays. Qui est chômeur et qui ne l'est pas? Quelle différence fait entre un individu bardé de diplômes au quartier et un individu bien formé sans emploi? Entre le chômage et le sous-emploi, où se place-t-on? Existe-t-il une politique de l'emploi dans ce pays? Quel est d'ailleurs le rôle et le nom du ministre de l'Emploi dans ce pays? Quel est le rôle du Fonds national de l'emploi depuis près de 26 ans? Quelle est encore aujourd'hui la place du Fonds national de l'emploi dans la lutte contre le chômage que le directeur Camille Mouti-Abidias dit avoir résorbé? Qui évalue même le Fonds national de l'emploi? Que sont devenues toutes les structures créées par le DSCE et dont l'une des missions était l'encadrement des jeunes, surtout les plus précaires, pour ne pas dire tous les jeunes? Qu'est-ce qui peut expliquer toute cette controverse autour du taux de chômage au Cameroun? Comment comprendre ce désaccord patent qui existe entre l'Institut national des statistiques du Cameroun et les organisations syndicales, l'Union des syndicats libres du Cameroun et l'Union générale des travailleurs du Cameroun au sujet du taux de chômage dans le pays évalué par le premier à environ 10 et 30% et par le second à 70%. Que dire alors des conclusions contenues dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui précise que le taux de chômage au Cameroun est estimé à environ 13%, tandis que le taux de sous-emploi, lui, il est criard, 70%. Je me perds. Chômage, sous-emploi, travail décent. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Savez-vous que selon l'Institut national des statistiques, le chômage constitue un phénomène effroyable au Cameroun? 10 à 30% des jeunes vivant dans les villes sont sans emploi, 90% des travailleurs exercent dans le secteur informel, tandis que 70% des travailleurs gagnent mensuellement moins de 23 500 francs CFA. Savez-vous que selon l'Union des syndicats libres du Cameroun et l'Union générale des travailleurs du Cameroun, le taux de chômage au Cameroun se situera à plus de 76%. Laissons cette bataille stupide et essayons de comprendre pourquoi des milliers de jeunes sont exclus du monde de l'emploi dans le secteur public depuis l'application des programmes économiques de stabilisation des finances publiques et la mise sur pied des différentes politiques d'ajustement structurel imposées par les bailleurs de fonds. Comment comprendre le fait que la montée du secteur informel soit plutôt la conséquence de la rareté de l'emploi plutôt que d'en être un boom? Première question. Comment comprendre le fait que le taux de chômage au sens élargi des jeunes ayant suivi un cursus d'enseignement technique est respectivement de 10,1% et 10,4% pour les jeunes ayant le niveau d'instruction secondaire technique, c'est-à-dire second cycle et premier cycle, contre 27% pour les jeunes ayant le niveau d'instruction supérieure? Comment comprendre le fait que 41% des actifs chômeurs n'ont jamais été à l'école? Et parmi les 49% étaient à l'école, 45 n'ont été qu'à l'école primaire, 43% dans l'enseignement secondaire et moins d'1% dans l'enseignement supérieur. Comment comprendre que la courbe de chômage au Cameroun rivalise avec le monde Cameroun? Rappelons-nous qu'en 2013, le chef de l'État camerounais a annoncé la création de 225 000 emplois et 250 000 emplois en 2014. Je vous fais fi jusqu'en 2018. Il était allé jusqu'à dire que les entreprises privées des différents secteurs d'activité à elles seules avaient créé 165 000 emplois et l'administration, à travers ses divers démembrements, en avait créé 60 000.
Savez-vous qu'assistant à la conférence du directeur général du Fonds national de l'emploi, un journaliste de la place avait demandé au directeur si un diplômé de l'enseignement supérieur qui vend les Kleenex à la poste centrale de Yaoundé peut être considéré comme chômeur. Le directeur général du Fonds national de l'emploi avait répondu, 2 points, je cite, « Non, le vendeur de Kleenex n'est pas chômeur, il y a juste un problème de décence de l'emploi, mais il n'est pas chômeur. » Fin de citation. Je m'interroge, je vous interroge. Merci donc Charles Hamel pour cette autre colère qui nous permet de parler ce matin de la question de l'emploi au Cameroun, alors qu'on est le plus souvent assailli par des discours pompeux de nos dirigeants en manque d'inspiration. Souvenez-vous de cette déclaration cosmétique du Premier ministre tout récemment lorsqu'il dressait le bilan des créations ou de la création d'emplois au Cameroun en 2017 et évoquait un chiffre qui frôlait les 475 000 emplois créés. Le président Paul Biya a lui également le plus souvent été l'un des champions dans ces chiffres déclaratifs qui tendent à montrer que le Cameroun se porte bien sur ce plan-là. Et pourtant, les chiffres sont bel et bien clairs. Même le document de stratégie pour la croissance et l'emploi est tout à fait lapidaire dans ces chiffres. 13% de taux de chômage et le sous-emploi qui atteint 70%. Donc c'est clairement un problème. À quoi est dû ça? À quoi est dû cette... C'est pour ça que sans les soutenir, je les comprends. Je parle de nombreux jeunes qui se sont lancés comme ça vers cette entreprise qui promettait Monts et Merveilles. Tout comme hier, Charles Hamel le répétait encore, l'entreprise Femmes Cameroun. Oui. Il venait donc, on comprend que, vous l'avez dit d'ailleurs, l'État nous a délaissés. Hein. On est vraiment délaissés. On est dans une situation où on ne sait pas, on va même s'embrouiller sur les termes. Et là, j'allais dire, ils sont ingénieux là-dedans. Lorsque vous parlez de chômage, regardez la réponse que Charles Hamel a donnée. Chômage, perte d'emploi, manque d'emploi et tout. Mais en fait, sous-emploi, c'est un travail décent, travail indécent. Toujours est-il qu'on ne travaille pas. Et les dernières statistiques, ça qui me conviennent, c'est que 90% de la population vit dans le formel. Est-ce que nous, lorsqu'on va acheter notre ballot de friperie, on va danser, on va nous traiter de travailleurs? Non. Travailler, ça veut dire vous êtes engagé quelque part contre un salaire, contre allocation, la CNPS et tout. C'est ça qu'on appelle travail. Le reste, c'est l'informel. C'est-à-dire, vous venez, la fin du mois, vous payez à la tâche. Ce n'est pas le travail, ça. Ce n'est pas dans les dispositions du Bureau international du travail, et même de l'Organisation internationale du travail, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas travailler. Ça. Maintenant, notre pays n'a plus d'office national de la main-d'œuvre. L'office, quand ça existait, et la clarification était comment? Les enfants, notamment qui sont dans les cycles d'esthétique, des lycées techniques, et étaient recensés à chaque fois. Combien de Camerounais ont-ils obtenu les certificats d'aptitude professionnelle qui sont sortis d'esthétique ou des lycées techniques? Tel niveau, ils sont enregistrés quelque part. Combien avec le baccalauréat, avec le DUT? Combien d'ingénieurs qu'on a formés cette année? Combien d'infirmiers, de laborantins, de techniciens d'agriculture? Tout ça était enregistré quelque part et ça devait être de manière systématique, de telle manière que on connaît, ces établissements de formation-là sont connus, on donne des autorisations. Mais le problème, c'est qu'on a même laissé prospérer la formation clandestine. Vous avez vu à Bafoussam, on a formé les agents d'eau et forêt. C'est à la sortie qu'on vous dit, mais attends, cette école n'est même pas reconnue. Vous trouvez, et il y a même des gens qui ont reçu cette formation. Que fait-on donc avec les sociétés qui utilisent les vigiles? Et c'est là où l'Institut national de la statistique ne nous aide pas beaucoup. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est la navigation à vue. Mais je termine par là, je comprends. C'est le Fonds monétaire international. Et j'aime cet éditorial d'un ancien directeur du journal Le Monde diplomatique, M. Ignacio Ramonet. Il avait dit dans une de ses décisions en 2002, il a dit, lui, lorsque George Bush parlait des États voyous,
il a dit que lui, c'est le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de commerce. Voilà les 3 institutions qui ont bouleversé toutes les donnes au Cameroun. C'est eux qui ont dit qu'il fallait, j'allais dire, traiter de la même manière les investissements étrangers et nationaux dans un pays, surtout dans les pays du tiers-monde. Voilà comment aujourd'hui... Mais vous ne terminerez pas par là, puisque on peut essayer d'imaginer des solutions qui peuvent être prises, des possibilités, des marges de manœuvre. Est-ce que l'État, tout seul, peut s'engager à recruter tout le monde? Je rappelle que chaque année, on recrute des policiers, des gendarmes dans l'armée, les enseignants et tout ce qu'on peut imaginer dans la fonction publique. Mais est-ce que l'État n'a pas son mot et sa carte à jouer dans le recrutement, dans l'incitation au recrutement dans les entreprises privées et faire en sorte que ces entreprises-là puissent proposer du travail décent aux citoyens camerounais? Oui, si on était dans un état normal, ça se passerait comme vous avez dit. C'est-à-dire que l'État du Cameroun aurait facilité, on en parlait, aurait boosté le secteur privé à s'épanouir, inciter l'incitation à l'investissement. On vous parle du coût des investissements au Cameroun. Le chef de l'État, qui n'associe pas le secteur privé dans l'élaboration des politiques économiques, est-elle obligé, lui, d'organiser un forum, investir au Cameroun? Jusqu'aujourd'hui, de mai 2016 à aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveaux investissements. D'abord, les investisseurs étrangers lui ont dit, nous, on veut faire les affaires au Cameroun, mais avec les Camerounais. Lui, met les Camerounais de côté. Lui-même, maintenant, vous avez parlé du secteur public, il ne recrute pas. Le dernier concours de la police remonte à près de 2 ans aujourd'hui. Et on n'a même pas encore donné les résultats. On n'a pas encore donné les résultats. Les instituteurs ne sont pas recrutés au Cameroun depuis 20 ans. Il a fallu la semaine dernière, apparemment c'est cette semaine, qu'on pense qu'on peut recruter une vague de 2007. Voilà, est-ce que c'est vrai? L'école normale supérieure qui forme les élèves qui sont au lycée, on les met, ils étaient obligés de se former en collectif d'enseignants indignés. Ils sont restés 5 ans. Sans salaire. Ce n'est pas ça le travail. Ils ont été fouettés, bastonnés et obligés... Et ils ont même pris l'engagement de dire qu'ils ne troubleront plus jamais l'ordre public, alors qu'ils viennent revendiquer les salaires. D'accord. Alors Charles Hamel, on en parle ce matin, on met les pieds dans le plat de cette question majeure au Cameroun parce qu'elle est peut-être, je m'avance aux confins de tout ce qu'on subit comme malheur dans ce pays. Monsieur Eric Foposenegou, on nous met tous les jours et chaque fin d'année la poudre de mangossi dans les yeux. Ne vous dérangez pas. La police recrute combien chaque année? L'armée de terre recrute combien? On ne sait pas. Non, je l'ai fait un ratio. Combien? L'école normale recrute combien? L'ENAM prend combien? Pourquoi vous parlez de 160 000 recrues? Vraiment, passons. Lors du dernier recensement général des entreprises qui s'est tenu en 2009, on avait retenu que les entreprises camerounaises emploient seulement 384 000 travailleurs permanents. 384 000. Donc à peu près comme le public, ça veut dire que... 384 000. Parmi ceux-ci, on a 282 000 qui sont des hommes et 105 000 environ qui sont des femmes. Lorsque vous faites l'addition, vous retrouvez à 583 000 et poussière de personnes au total. Si on va donc retrancher, c'est-à-dire si on dit qu'on comptait 10 millions, le Cameroun comptait en 2009 10 millions d'habitants et qu'on enlève 582 000 ou 583 000, il reste combien? Sur 10 millions en 2009. Bon, passons. Le Fonds national de l'emploi nous a, pardon, pas le Fonds national de l'emploi, le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle nous a fait comprendre en 2007. Il a répété en 2010, répété en 2017 que chaque année, de façon systématique, le Cameroun enregistre 150 000 demandeurs d'emploi. 2007 à 2018, ça fait 1 650 000 demandeurs d'emploi. Bon, on revient. Les chiffres donnent froid au dos, c'est clair. C'est une misère totale dans ce pays. D'ailleurs, les dirigeants nous regardent et on le sent très bien, sont en panne d'inspiration. Et on dit le plus souvent trivialement, quand on ne peut pas, on laisse. À tout de suite, mesdames, messieurs.
pour cette deuxième heure de votre émission 10-12 Le Zénith. Et merci à vous de nous renouveler votre confiance comme vous le faites ce mardi 24 avril 2018 sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Pour cette deuxième partie, on entend avec vous, Florazé, quelques messages. Oui. Alors, une réaction d'un téléspectateur qui pense que le Cameroun est un beau pays où l'emploi qu'offre l'administration est ciblé. Soit tu es un génie ou alors tu as des parents qui ont une parole influente, ce qui n'est pas du tout normal. D'où le taux élevé de chômage et de sous-emploi au Cameroun. C'est Fritz qui réagit. La preuve, quelle est la situation des 25 000? Pour le concours de la police, certains enfants des hauts cadres du pays s'entraînent. S'entraînent déjà pour la formation à Moutenguene. Or, les résultats ne sont pas encore connus. Il y a d'autres qui entrent même sans avoir fait le concours. Qui a dit? C'est un téléspectateur qui réagit. Bonjour à vous. Parlons juste de l'ensemble de Berthois, là où on a pris 7 à 10 personnes par filière. À l'école normale de Berthois. Berthois. Voilà. Tellement de témoignages. Il faut que... voilà. Je ne lirai pas ce message. Le gouvernement applique la politique du chômage pour nous maintenir dans la misère, comme le veut l'Occident. Autre réaction, le régime du renouveau est un échec sur tous les plans. Vous avez les preuves devant vous. C'est Armand qui réagit à l'OPOM. Les pleurs sont la manifestation de la douleur, du chagrin que l'on ressent dans son cœur. Donc s'il faut un salaire pour pleurer, c'est désolant. Et puis les obsèques chez nous représentent une industrie, voire une fête, avec le cercueil, les fleurs, le tissu, la boisson, sans oublier la collation. C'est vraiment dommage quand on arrive à payer des gens pour pleurer. C'est Francine Témé à Yaoundé qui réagit. Non, mais il faut dire quand même que la collation a toute sa place, parce qu'il y a des gens qui voyagent de nuit, des gens qui n'ont même pas le temps. Lorsqu'ils arrivent, ils doivent au moins se désaltérer, c'est-à-dire désaltérer et consommer un bout de pain. C'est toute cette spectacularisation qui est tout autour que nous sommes en train d'essayer de décrire. Prenons sur Facebook, on a vu plusieurs fois des cas d'un individu qui donne un cercueil de 13 millions, de 14 millions, en or massif parce qu'il veut faire enterrer. Est-ce qu'on a besoin de ça? Rendu à cette étape, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est le voyeurisme. Merci Charles. C'est le voyeurisme voilà, qui fait ça, parce que les gens souhaitent se faire voir, se montrer. Les gens profitent des occasions comme ça, parce que comme Florazé leur a dit que les morts sont morts, donc on peut fouler aux pieds ces valeurs-là sans en être inquiété. En tout cas, le voyeurisme. On ne dit pas le voyeurisme. Non, le voyeurisme. Ah, ouais, papa, mais si on apprend tous les jours. Il y a des voyeurs. Moi, avant, je disais seulement que pour expliquer quelqu'un que sur les voyous, il disait que sur le voyeurisme. Non, ça se dit pas en français. Non, il y a les voyous. Donc, on dit, mais on ne dit pas le voyeurisme. Non, le voyeurisme. Parce qu'il y a des gens qui, quand vous avez deuil, ils mesurent votre puissance sociale à travers l'argent que vous dépensez à votre deuil. C'est ça le véritable problème. Parce qu'on leur a martelé dans le cerveau, dans le subconscient que le mort n'est pas mort. Donc, ils sont prêts à tout sacrifier, ils sont prêts à tout fouler aux pieds, à s'endetter pour montrer aux gens qui leur mettent la pression. On dit, j'étais au deuil de Charles Amel là. Dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait là, vraiment, ce n'est que vous faire un deuil comme ça là. Au lieu qu'on paie, il n'y avait pas de canette. Vous êtes loin, monsieur Fopoussé. Il n'y avait pas de canette. Non, je dis vous êtes loin. Oui. Votre deuil, la forme de votre deuil prend corps avec le faire-part. Lorsque vous remettez le faire-part, on évalue le papier. Oui, bon, que non. Si ça peut être un papier. Ça sera du lourd, hein, ou pas? Non, ça sera du lourd. Au lieu qu'on paye. Au lieu qu'on paye. Si c'est une feuille format, attendez-vous. Au lieu qu'on paye pour pleurer mon deuil, mieux on tape le dicalo. Oui. Mieux on tape le dicalo ce jour-là dans le village, ou encore à Douala. Jusqu'à quand on paye pour qu'on vienne me pleurer. D'abord, c'est ça qu'il y a les gens qui vont mes enfants vont me pleurer. Les autres téléspectateurs vont me pleurer. Donc, si on vient vous escroquer, qu'on paye, c'est qu'on manque. Je ne veux pas voir les gens. C'est quand même me réveiller ce jour-là.
D'accord. Alors, il y a, voilà, à Yaoundé, et on a une réaction, enfin, c'est un témoignage d'un téléspectateur qui dit qu'à Yaoundé, un monsieur a recruté des pleureuses professionnelles à la levée de corps. Elles ont confondu le mort et se sont mises à s'enrouler voilà, au sol et tout, à côté d'un autre corps. Donc, il a fallu que le monsieur leur demande d'attendre le bon corps. C'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est vrai. Mais attendez, voilà. Vous voyez, quand tout est fabriqué, quand tout est... voilà ce que ça donne après. Non, mais Chalamel, ce que je dis, c'est très grave parce que ces gens qui ont inventé ces pleurs professionnels-là, ils obéissent à un logiciel qui veut que désormais, on se montre, on dit, oh, j'ai fait un grand deuil. Il y a quand même les mots. Comment était ton deuil? Oh, mais c'était un bon deuil. On a pleuré. On a dépensé 15 millions. Non, ce n'est pas ça. L'expression, c'est que j'ai vraiment pleuré. Tu as pleuré ta... Non. Elle dit que non, bon, tu as pleuré. Non, le gars a pleuré son père. Non. Et que il pleurait. Je comprends pas l'affection que tu avais pour ta sœur. Si quelqu'un m'a montré qu'il a trop pleuré, il nourrit tout le village. C'est les sorciers. Il faut n'ayez pas peur de dire c'est les sorciers. Il y a des comités pour ça. Il y a des gens qui savent qu'ils ont tellement fait du mal dans leur vie et qui font du mal aux gens que les gens ne viendront jamais pleurer, couler une seule larme. Il y a des gens dans les familles qui ont passé leur temps à tâcher les enfants des autres, qui ne vont pas réussir. Poussant leurs enfants, attachant les enfants des autres, ils sont obligés de passer par là. Disons la vérité, ils sont obligés de passer par là, à inviter les gens pour venir pleurer, parce que tous ceux qui vont venir au dé, vont venir dire enfin, nous sommes libres. Ils vont venir célébrer la libération. Il y a des gens qui sont méchants et on ne pleure pas le méchant. Voilà pourquoi ils vont louer, ils fabriquent ces unités de la mort pour venir célébrer. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous de continuer à réagir sur Equinox Télévision via le Zénith, l'émission qui vous porte, qui tient à vous surtout. On va pour cette suite de l'émission prendre avec vous, Florazé, avec vous la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi, on parle de politique, on parle également de ce moment tant attendu, pratiquement à l'heure où on vous parle, la session de plein droit donc s'ouvre au Sénat pour ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé précisément. Et puis ça marque donc l'entrée en service et des 100 sénateurs pour le compte de la seconde législature de 5 ans. On rappelle que c'est également un événement et ils devront porter les préoccupations du développement local et puis en votant des textes de loi qui engagent la marche de la nation. Et puis on rappelle que ce mandat de 100 sénateurs donc, va durer 5 ans, donc on est en 2018 et bon, pour jusqu'en 2023. Et puis également, entre autres des points saillants, des points très importants pour cette seconde législature, en fait, session de plein droit. On aura la particularité de cette session par la vérification des mandats. On aura entre autres des attributs avant les fonctions, mais aussi l'un des taux forts de cette session de plein droit, l'élection du membre du bureau pour un mandat d'un an renouvelable. Donc voilà dans Eric Fopoussi l'information du jour, très importante pour ce moment de la session de plein droit au Sénat. Alors, des simulations ont commencé à poindre dans l'espace politique camerounaise quant au bureau de cette nouvelle législature, précisément sur le cas du président de la Chambre haute du Parlement camerounais. Des voix, des observateurs imaginent qu'on fasse passer un président du Sénat anglophone pour apaiser le cœur des ressortissants de la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, donc évoquant de fait que Marcel Diadji Fendi soit évincé dans cette vague-là. Oui, quelle lecture vous en faites? C'est une option, mais je sais également que le président Biya avait, à l'époque de Fonkan Laurens, alors que tout le monde s'attendait à sa reconduction, il n'a pas reconduit à l'Assemblée nationale à l'époque, changé par Cavaillé qui y est jusqu'à aujourd'hui. Mais d'habitude, il ne change pas de logiciel. Il ne change pas de logiciel. Il a changé au niveau du gouvernement en mettant un anglophone au MINAT et à l'éducation nationale, ce que vous appelez l'enseignement secondaire. Va-t-il changer Niat? Non, c'est des vieux amis.
des vieux amis, je pense qu'il sera difficile de le changer. Non pas parce qu'il obéit à une géopolitique particulière, ou alors, si vous voulez, sa géopolitique, c'est que j'ai mes amis, je les récompense. Ils vont distribuer le gâteau national à ses amis pour maintenir, et surtout l'Ouest. L'Ouest est un vivier important. Je vous ai dit, en 92, il avait fait de M. Niat vice-premier ministre, en charge de l'administration, de l'aménagement du territoire, après en charge de l'énergie, ainsi de suite. Sauf que, quelques temps après, quand l'Ouest a voté majoritairement pour le candidat de l'Union pour le changement, John Fundi, il a enlevé tous les ressortissants de l'Ouest à l'Assemblée. Il a laissé contre communiste seul. Et après, il a décidé, le même président de la République a décidé de tuer l'OJADPC pour permettre à l'Ouest de créer une association qu'on appelait JOUR, Jeunesse de l'Ouest Unie pour le Renouveau, laquelle association a adjoint la Presby et la Jachabi, mais en sacrifiant la jeunesse du parti. Et il a repris l'Ouest. Et avec jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Ouest qui est en pole position. Donc, l'Ouest l'aide donc à rassembler tout ce qu'il veut dans sa géopolitique, à consolider sa place. Surtout, s'il ne le fait pas, l'Ouest peut facilement basculer au sein de l'UPC ou alors du SDF. Et il me semble qu'à ce moment-ci où Joshua Oshi est en train de vouloir porter, il ne peut pas perdre l'Ouest de mon point de vue. Je peux me tromper peut-être, mais de mon point de vue, Niat sera reconduit. Donc il n'y aura pas cette candidature ou ce président du Sénat qui soit d'origine, qui soit anglophone. Une question pour apaiser et pour faire en sorte que la crise anglophone, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi une telle décision, je ne sais pas si elle est pertinente, une telle décision de faire un président du Sénat anglophone et que ça a un impact sur la crise anglophone. Ça n'aura aucun impact. Donc, nous avons déjà un Premier ministre anglophone, président de la commission de bilinguisme anglophone, ancien Premier ministre, qui est par ailleurs grand chancelier des ordres nationaux. Voilà. Bon, je ne pense pas que ça pourrait changer. Encore que c'est même un anglophone du MINAT, secrétaire permanent de la Commission nationale de sécurité, qui a dit qu'il n'y a pas de problème anglophone et qu'il fallait militariser les zones. Donc, un président du Sénat, anglophone encore, va-t-il prendre les mêmes options ou pas? Ou alors va-t-il renforcer la militarisation de la zone en leur disant c'est des brigands, il ne faut pas négocier, il faut tuer tout le monde? Oui. Bon, ce serait davantage pour faire du saupoudrage, pour faire beau, pour faire un défilé de mode politique. Alors, Charles Hamel Bachou, le Sénat qui entame ce jour cette deuxième législature, dans un contexte où d'aucuns trouvent que c'est une institution inutile, elle gaspille l'argent du contribuable camerounais. Je rappelle que le Sénat, cette année, c'est 18 milliards de francs CFA de budget pour cette année 2018, donc je l'ai dit. Et donc le Sénat, on l'a vu ailleurs, le président sénégalais Macky Sall a dissous le Sénat, il a supprimé le Sénat, il a économisé 27 milliards de francs CFA. Le Cameroun est englué dans ce débat-là aussi. Monsieur Fopossi, vraiment nous-mêmes au Cameroun, on dérange. Vraiment, nous-mêmes au Cameroun, on dérange. Oui. Ça, je peux vous dire. À des moments même, voir un Camerounais, quand un Camerounais devient calme, inquiétez-vous. Parce que le Camerounais de nature est agité comme une guêpe. Il va partout. Voilà les anglophones qui avaient dit ils n'ont jamais vu un ministre anglophone au MINAT. Ils n'ont jamais vu un ministre anglophone à la défense. Ils n'ont jamais vu un ministre anglophone à l'éducation, à ceci, à cela. On est désolé. Ils ont dit bon, ça ne va pas. Maintenant, ils décident qu'il faut diviser le pays. On dit jamais. On ne peut pas vous accepter de diviser le pays. On n'est pas avec vous. Restons un, posons les revendications, allons ensemble, nous sommes tous d'accord. Mais aujourd'hui, pour un peuple qui a un poste qui veut se libérer, on dit que c'est les anglophones, c'est un anglophone. On a commencé à l'Assemblée nationale, on dit que non, il faut que ce soit à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas marché à l'Assemblée nationale. On dit non, c'est au Sénat. On veut même quoi? Un anglophone ou quelqu'un de compétent? Parce que moi, c'est la question. Parce que ça, on ne se loin pas du tribalisme, je suis désolé. Le fond va rester toujours, on va embellir comme on veut, on va dire, le tribalisme va rester. Ah, c'est encore un Bamileke qu'on a laissé. Ah non, ça devait être un ceci. Ah, le clan Boulou est monté. Ah, le clan ceci. C'est ça. Voilà l'esprit qu'on doit tuer dans ce pays.
Moi, je suis le militant de la compétence. Quels que soient les autres, mais le militant de la compétence, pas le militant du clan ou de l'ethnie. Voilà ma logique aujourd'hui, M. Eric Fopossi-Negou. Donc, qu'on le reconduise, lui aussi calcule, Paul Biya. Lui aussi calcule. Et vous savez que politique, comme vous avez dit Nanjangi, quand le gars va faire le calcul, il voit qui m'a donné 100% vrai. On dit, tel zone m'a donné vrai, de tout cœur, de tout leur cœur, de tout leur amour, il dit, laissez-les. Qui m'a donné les voix avec trucage. Parce que Paul Biya connaît qui truc. Comme à l'Est, là, on connaît que la zone de l'Est, là, quand on dit que les 99, on connaît ce qui se passe à l'Est. On connaît ce qui se passe dans beaucoup d'autres zones de ce pays. Il y a des zones où on donne 100% vrai. D'autres zones où on vient dire, hein, celui qui s'amuse, on va le fouetter. Donc, monsieur Fopossi, je vous réponds très simplement en disant, seul l'acteur majoritaire connaît. Et sur le Sénat et son utilité pour les 5 prochaines années, vous dites quoi par rapport à ce que cette chambre pourrait apporter aux Camerounais? Monsieur Fopossi, je dirais la même chose que je vous ai dit pour le Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit pour tous. Vraiment, il faut tout revoir dans ce pays. Tout est à revoir dans ce pays. Pour le bonheur de tout le monde, tout est à revoir. Ce sont des institutions, je ne dis pas non, elles sont reconnues, mais je dis à un moment donné, il faut marquer un stop. Nous avons à l'intérieur des cumulards. Plein de cumulards. Les chefs qui se retrouvent là-bas vont faire quoi? Ils ont le salaire en tant que chef. Ils viennent bousculer. Est-ce qu'ils vont gérer leur communauté? Est-ce qu'ils sont au fait même de pour leur communauté? Donc j'estime, monsieur Fopossi, qu'à un certain moment, il faudrait qu'on essaie de dissoudre, de revoir tout un peu à zéro, vraiment. Donc l'exemple Macky Sall pourrait être vu au Cameroun? Non, surtout pas. Et l'exemple Macky Sall, pas. Non. Même pas. On peut reconditionner, mais pas voir l'esprit Macky Sall. Je rappelle que là-bas, il a construit une centrale solaire qui a permis aux Sénégalais d'avoir de l'énergie électrique. Je suis d'accord avec vous, mais je dis, vous savez que quand c'est difficile de mettre quelque chose sur pied au Cameroun, là-bas, vous avez vu le Conseil constitutionnel. C'est difficile. Mais lorsqu'on a déjà mis, non, vous ne pouvez plus dissoudre. Vous ne pouvez plus. Moi-même, je peux être sénateur demain, non, laissez. D'accord. Il faut juste reconditionner, c'était juste pour blaguer. Tendance, la voyageuse nous regarde, nous observe et peut-être se dit peut-être que l'affaire de Marcel Niet Difendi au Sénat comme président, la question se pose. Et pourtant, voilà, dans un contexte de crise anglophone, beaucoup pensent qu'il est important qu'on mette un anglophone là-bas au Sénat comme président. Pourquoi vous voulez semer la zizanie? Le Cameroun, c'est un pays indivisible. Il y a les gens qui ont dit que quand Papa Niet arrive ici à Dédé, on bloque les routes. Ça fait quoi? C'est un patriarche. On doit bloquer parce qu'on vous connaît. Si on le laisse et que vous le visez avec les cailloux, on va faire comment? Ils vont même créer l'embouteillage. On vous connaît. Pour le coincer. Pour le coincer. C'est que vous allez même chercher le Ndomondomo ou le Wangwang. Vous allez chercher le Ndomondomo ou le Wangwang pour le viser. On vous connaît. Moi, je sais que le Cameroun, c'est un pays indivisible. On peut même mettre quelqu'un de mon village, pourquoi pas? Moi-même, on peut me mettre, comme je n'étais même pas moi à l'école là, je cherche même quelqu'un dans une élite de mon village qui fait la politique, il soit là-bas. Pourquoi? Je peux aussi me réclamer, ça ne me réclame pas parce que c'est que nous sommes dans un pays qui est bien. Moi aussi, j'ai mal parlé, réponds-moi. Non, c'est bien, Kanga. C'est bien parlé. C'est bien parlé. La prochaine fois, question politique, pose pour moi un bon pardon. Ne viens plus me coincer sur le plateau. Mais bon, j'aimerais avoir le point de vue de M. Fopossi. Il ne l'a pas donné. Il l'a pas donné. Non, là, vous ne l'avez pas donné. Vous avez recueilli pour nous. On veut avoir le bon. D'où il sort ça? Non, mais bon, vous devez comprendre que quand je pose mes questions, forcément, si vous avez un peu de jugeote, vous comprendrez. Vous comprendrez dans l'orientation des questions, voilà, ce qu'on peut déceler. En tout cas, comme je l'ai dit, un président du Sénat anglophone ne change rien à la crise anglophone actuelle. Ce serait une mesure cosmétique pour faire beau, pour faire un défilé de mode politique qui ne sert à rien, juste pour montrer qu'on a des hanches et qu'on a également des beaux escarpins pour... vous voyez, c'est ça le voyeurisme au Camerounais. Donc, on veut là, je vous le promets, monsieur. Oui, mais c'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Là, je vous le promets. Donc, c'est pour vous dire. Alors, si tu commences à dire ça, c'est pour les rendre encore rebelles, parce qu'on vous connaît. Les gens qu'on a nommés des Manlo, qu'est-ce que vous avez fait? Si on commence à nommer, vous allez encore vous rendre rebelle plus que ça. On se connaît entre nous. Oui, c'est pas pour vous inciter que non, reparler. On vous donne plus l'occasion.
on va rester que bien dans le pays si on ne va même plus faire la guerre. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont cachés derrière, qui attendent ça pour faire la guerre. Il n'y a pas de guerre. Et surtout qu'il faut dire que, jusqu'à ce qu'on élise le président du Sénat, il y a un président du Sénat actuellement qui est le doyen d'âge de la haute chambre, qui est Victor Bokete, donc qui est anglophone. Donc si vous voulez, on pourrait se consoler avec ces quelques jours de présidence du Sénat en tant que doyen de cette illustre chambre. Alors Florazé, on va prendre l'autre information. Oui, la seconde, la dernière information, on parle de la Cannes 2019, on parle des préparatifs de l'organisation, notamment avec la réhabilitation des infrastructures. Et en image, je vous amène dans le stade de Japoma. Je rappelle que on aura une troisième visite justement des inspecteurs de la CAF qui viendront une fois de plus identifier notamment les différentes infrastructures qui vont accueillir cette Cannes en 2019. On rappelle tout de même qu'une enveloppe de 155 milliards de francs CFA était donc enfin à la réflexion des voies d'accès aussi des différentes villes qui abriteront la compétition, était donc enfin un aval ou une décision qui date du 6 avril, justement un mandat, une enveloppe de 155 milliards qui avait été justement octroyé par le président de la République lui-même. Maintenant, on est donc sur le site. Vous voyez, les travaux vont quand même de bon train sur la toile. On est plutôt positif. Donc, on rappelle également sur le terrain, on a eu le gouverneur de la région de Littoral également qui fait office du président de site, du comité de site, qui est également venu à vérifier l'état des lieux, l'évolution même des travaux sur ce site. Et comme vous l'avez en image, on voit les gradins commencent déjà à se positionner. On observe très bien que, comme il l'a même si bien dit, les travaux vont de bon train. Donc, et on rappelle que pour décembre 2018, donc enfin la date fixée, le fixer pour rendre tous les infrastructures viables pour accueillir cette compétition. On commence à s'activer en attendant la troisième délégation, alors la troisième inspection de la CAF qui viendra au Cameroun pour, une fois de plus, identifier les différents sites, stades et autres. On est à Douala, Garoua, Yaoundé et justement ces infrastructures, ma foi, qui vont bel et bien accueillir la Cannes pour l'année 2019 et je reste positive, Eric Fopus. Non mais vous dites waouh, vous avez vu les stades européens, l'Alliance Arena. Mais on est en plein travaux, Eric Fopus. L'Alliance Arena en on est en plein travaux, Eric Fopus. Non, vous dites que c'est beau. Non, arrêtez un peu. Qu'est-ce qui est beau là? Je n'ai pas dit que c'est beau, je dis non, je n'ai pas utilisé non, vous avez dit que c'est beau. On voit ça, les gradins, ça commence à sortir. Non, j'ai dit, vous voyez, ça évolue. Ça sort quand même de terre. Ça sort sur la maquette. Parce que je vois. Ça sort de terre, donc vous voyez quand même que les travaux. Non, attendez, les travaux évoluent quand même. Ça évolue ou pas? Votre façon de. Ça évolue. Vous avez dit ici en direct que vous n'êtes pas. Votre façon. Attention, quand je dis que je souhaite que la Cannes soit organisée au Cameroun, ça ne m'exempte pas de dire que là, ce qu'on voit là est inquiétant. Non, parce que vous dites que... Pas pour moi, pas pour moi parce qu'on a encore 6 mois et autres. Donc avant, on peut pas s'interroger définitivement. Attendons décembre 2018, Eric Fopoussi, pour voir. Ok, oui. d'accord. Oui. D'accord. Oui. Flores, je vous rappelle qu'un stade, c'est aussi une pelouse, hein. Attention, c'est aussi les aménagements. Mais à Arumdi, on a commencé à poser la pelouse. C'est aussi les aménagements. J'ai une question à vous poser, Florence. Qu'est-ce qui est plus difficile dans le bâtiment, les BTP? C'est sortir le gabarit ou c'est les finitions? Dites-nous. Les finitions. Voilà. Je suis d'accord. Mais je dis qu'on a encore le temps. Attends, mais je dis qu'on a encore le temps. On est jusqu'à décembre 2018. Monsieur Fopossi, le Cameroun a accueilli la Cannes 72. Le stade Amadou Ahidjo n'est jamais terminé jusqu'à aujourd'hui. N'est jamais terminé. Mais si c'est pour jouer la Cannes, on l'avait joué. Oui. Ah, voilà. Donc, en fait, certains compatriotes vont penser que non, mais on a quand même joué. Non, vraiment, ce sera des conneries. Pourquoi j'ai dit conneries? Premièrement, la CAF va peut-être fermer les yeux. Le gazon, pour qu'on joue, il faut au moins que ça fasse 8 mois. Ils ont déjà fait venir le gazon, non? C'est pas planté. Oui, c'est pas planté là. Et puis ce gazon qu'on a importé là. Voilà. Maintenant, le stade, c'est pas seulement la pelouse et le gradin.
c'est tout ce qu'il y a autour. Les aménagements extérieurs. Et tout. Oui. Autre chose, peut-être que ça va arriver un jour. Il semble que le Cameroun va aussi participer à la phase finale. Est-ce que l'élimination va compter ou pas? Je n'en sais rien. Mais ça, c'est un autre dossier. Donc la CAN peut même se jouer au Cameroun sans le Cameroun. Donc, on reviendra dessus plus tard. C'est pas possible. Moi, mon problème, c'est que c'est pas opportun. Oui. Mais comme on s'y est engagé, on a endetté tout le monde. Donc, un bébé, un Camerounais qui naît aujourd'hui, a au moins une dette de 300 000 qu'il devra payer. Oui. Nous, on va jouer. Voilà, tout à fait. Non, voilà. Non, je veux dire que il ne faut pas prendre les gens pour des cons. J'ai dit ici que j'étais désormais engagé pour que le Cameroun organise cette CAN. Ah, d'accord. Mais la CAN qu'on va organiser sera de quelle facture? À quel niveau de... Ça a même déjà échoué. Quand vous acceptez que les Turcs viennent travailler ici, alors que nous on parle de chômage, c'est déjà échoué. Voilà. C'est échoué. C'est parce qu'on va produire Bassogok ou bien Eto qui reviendra. Ou tout ça. C'est même échoué. Le ministre du Tourisme a annoncé où il a passé à Douala pour aller inaugurer un hôtel. Vélo, Bouba Maïgari. Voilà. La voie d'accès au stade. Qu'est-ce que vous preniez la nationale numéro 3 par, je ne sais pas, l'aéroport et tout. D'abord, après borne 10. La route n'existe plus. Si vous prenez par Yassa, les deux routes par Niala n'existent pas. On vient de casser les gens en Colbon. Ça va commencer comment? Donc, on peut risquer d'avoir un stade en pleine forêt où les voies d'accès ne sont pas possibles. Ou bien quand l'équipe nationale va passer, on va siffler, on va faire comme si le président sortait. Tout le monde, même les boutiques, on ferme. Cette fois-ci, on n'a pas invité Coco à chanter. Non, les cérémonies d'ouverture seront là. Parce que la première fois, quand les experts sont arrivés, on l'avait invité à la fin du show. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Je suis vraiment informé. Vous avez dit que quelqu'un n'est pas informé, je suis informé. Cette fois-ci, on n'a pas invité les artistes. Oui. Non, ils ne sont pas encore arrivés, ils arrivent en juin. La troisième mission d'inspection arrive en juin. Et c'est où on va faire le show. Oui, commencer à chercher les artistes. Et moi, ce qui me plaît, c'est la saison des pluies qui arrive. Il faut même qu'il pleuve. D'accord, Charles Abel à la parole. Oui, Charles nous mène en bateau. Mais comment passer Flora nous mène en bateau parce que je pense qu'à ce moment, le ministre des Travaux publics devait être sur le terrain. On dit que le ministre du Tourisme... Que le gouverneur suit à sa place. Je dis, le ministre du Tourisme devrait être sur le terrain. Il devrait se rassurer que les choses avancent dans le bon sens. Quand on parle de football, le football va faire déplacer des gens. Et des gens qui viennent, il y a ce qu'on appelle le tourisme sportif. Le tourisme sportif, forcément, les gens vont vouloir découvrir des choses. Où est-ce que Roger Mila a joué? Où est-ce que Samuel Eto'o a fait ses premiers pas en termes de football? Où est-ce que celui-là, Benjamin Massinkon a enterré? Les gens vont chercher à voir, les chaînes de télévision vont chercher à réaliser des documentaires. Je pense que le ministère de la Communication devait se bouger, le ministre du Tourisme devait se bouger, on devait s'arranger à ce que les monuments du sport au Cameroun, les monuments de la culture au Cameroun soient en phase avec un événement comme celui-là. On l'a vu dans tous les autres pays, mais dans ce pays, étrangement, ce n'est que les stades qu'on nous fait visiter, les avancées des travaux des stades, pourtant sur le plan intellectuel, sur le plan mental, rien n'est absolument fait. Inch'Allah, mais vous me faites rire. Vous n'étiez pas au Cameroun. Mais ces choses que vous dites là, c'est bon pour un pays normal. Allez à Bafoussam. On n'est pas dans un pays normal ici. Allez à Bafoussam, vous rendre compte de ce que cette ville n'a pas la capacité d'accueillir même un interquartier. Ça veut dire que c'est pas possible. Cette ville de Bafoussam, franchement, on est en train d'aménager les hôtels et les hôpitaux là-bas. Non, mais sauf qu'après il faut les routes, après il faut que la ville soit quand même viable pour que les gens viennent là-bas. Je veux dire, au final, qu'est-ce qu'on va faire avec une canne si nos villes ne sont pas propres, ne sont pas des villes de haut standing? Ils vont peut-être dormir à Douala, les hélicoptères vont amener les joueurs et les officiers. Ça commence à l'aéroport du Cameroun. Lorsque vous arrivez, on vous présente la carte d'un village. Je ne sais pas moi, il faut tourner la carte d'un village comme Baleng, la carte d'un village comme Sarbayemi. On vous dit voilà, venez découvrir le Cameroun profond. Il y a des slogans qu'on affiche. Le parcours de l'aéroport jusqu'à vos différents hôtels. Il y a la qualité et le contenu même des programmes
des télévisions qui doivent changer, qui doivent porter sur le tourisme, qui doivent vanter le pays, qui doivent promouvoir et faire, comment je veux dire, favoriser l'investissement des différents étrangers. Mais c'est ça qu'on doit travailler. Oui, mais lorsqu'il n'existe pas de route au Cameroun, il n'existe pas de route, il n'existe pas de voie ferrée. Vous allez les amener en photo, nous comment? Par avion? Par avion? Donc vraiment... Ou bien vont faire un vol aérien pour voir photo, pour voir son loulou. Tout est focalisé sur les stades. Donc ils sortent de l'aéroport. Encore tout va par avion. Ils sortent de l'aéroport directement pour le stade. Absolument. Donc, ils vont manger quoi? Donc arrêtons l'angélisme. Je crois que ce matin, je pense d'ailleurs même que ce matin, Ismaël Bidunkwat nous écoute. Pierre Ismaël Bidunkwat, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui nous écoute. Et je pense que de plus en plus, ils ont pris l'habitude de nous écouter et rectifier le tir, puisque c'est bien... c'est bien. Ils vont refaire la voie ferrée d'ici juin. Oui. J'attends, monsieur Fopoussi, permettez-moi de vous arracher de 5 secondes la parole, pour dire au ministre de la Culture que j'attends, avec le ministre du Tourisme, qu'ils organisent un charter à la découverte du Cameroun profond pour ces gars qui vont venir. Vous étiez à l'Est, monsieur le ministre des Arts et de la Culture, vous pouvez les amener à l'Est, allez découvrir la mare. On peut organiser des charters dans ce pays. On peut organiser des charters pour aller découvrir ce pays. C'est quoi ces histoires de charters électoraux qu'on fait dans ce pays? Je crois que c'est le moment pour impulser véritablement la culture, pour impulser le développement culturel dans ce pays. Non, mais ils ont pris l'habitude de vous écouter, puisque les instituteurs tout récemment, Kourachel, qui prévoyaient faire grève, ont eu gain de cause en fin de semaine dernière, parce que les bavardologues avaient parlé. Parce qu'on en a parlé sur ce plateau, on a décrié la situation et on a dit que ces enseignants-là avaient pris une bonne option de rester en salle de classe, de ne pas troubler le public et de ne pas dispenser des cours. Et ils ont pris peur à Yaoundé. Et vous voyez directement, ils ont... que le ministre des Transports commence à sélectionner les agences, on va récupérer les bus. C'est un travail qui doit être déjà fait. Non, vous savez, le cas des bus portugais et des bus égyptiens qui sont jamais arrivés. Comme disent à Bolloré, de refaire les rails. Souvenez-vous de l'histoire des bus portugais et bus égyptiens qui ne sont jamais arrivés au Cameroun. Quand vous dites que les gens vont... Il est malade, pardon. Le ministre là est malade. Non, mais il est très malade, il est hospitalisé, vraiment. Non, mais il faut dire la vérité aux gens. Ça veut dire que quand vous demandez qu'on réquisitionne des bus de voyage, ils vont vous dire, mais nous aussi, nous souhaitons faire notre chiffre d'affaires pendant cette Cannes 2019, que croyez-vous? Merci infiniment Florazé de porter avec autant de conviction cette partie de l'émission, la revue des réseaux sociaux. Avec vous, on va rester sur la ligne des messages qu'on nous envoie et prendre connaissance du thermomètre de ceux qui nous regardent et ce qu'ils pensent de ce que nous disons sur ce plateau. Bon, maintenant, si nous traitons de bavardologue, nous prenons ça sans problème. Tendance. Nous sommes fair play. Nous sommes ça comme un compliment. Nous sommes fair play d'ailleurs. Il faut que les Camerounais cessent d'être naïfs. Nous sommes dans un pays conservateur. Le gouvernement ne changera rien du tout et reconduira M. Niato Perchoir. Voilà. C'est M. Ekoka Bonabéry qui réagit. Ce n'est que normal. Même avec la magie, ces infrastructures ne peuvent jamais finir avant la Cannes. Olembe, c'est encore plus grave. C'est une réponse pour vous. Hein, c'est Tony à Yaoundé qui réagit. Vous voyez que même votre façon, votre façon de dire, oh mais ça avance. Oui, ça avance. La raison... de l'enfumage en fait. Ne vous sentez pas... tout. Pourquoi Le Cameroun a tout pour réussir. Mais la cupidité et l'égoïsme de nos dirigeants nous plongent toujours dans la misère. Ça veut dire donc qu'on n'a pas tout, puisqu'il y a des obstacles. Non, mais également, je veux les témoignages. Il faut que Mombok nous aide justement avec notre ami qui lui nous dit qu'on peut réussir dans cet environnement de misère. Mais il dit quand même qu'il y a la cupidité. On va soigner la cupidité quand même. Monsieur Fopoussi, vraiment, j'ai une question que j'aimerais vous poser sans me substituer à vous. Mais Charles, vous avez, ça fait deux questions déjà. Pas seulement à vous seul, mais à tendance, en bonbon à tout le monde. D'accord, ok. Vraiment, si vous voulez découvrir quelque chose ou pratiquer le tourisme à Douala, vous irez où? À Douala? J'irai au marché central parce qu'il y a plein de boue, il y a la boue, il y a les...
les bacs à ordures qui sont partout. Là, vous pataugez. Oui, vous voyez comment un marché a été abandonné. Oui, et c'est le lieu, marché central, là vous appelez gazon. Nous, à notre époque, on l'appelait place de l'indépendance, qui est devenu, si vous ne marchez pas bien, un serpent peut vous mordre et ça sent mauvais. Parce que apparemment tout le monde fait ses besoins. Voilà le tourisme qu'on va faire. Je pas en Dobo, je pas à Bodjongo, Petit Paris. Comme je parle encore à la Cité Belge, donc au Carrefour, 1000 problèmes à la Cité Belge. Je pas encore à l'entrée des gens. Il y a quoi de touristique à l'entrée B? Je pas à l'entrée des gens. Il y a quoi de touristique là-bas? D'abord le nom. Comment? Est-ce que tu as un bon à Cité Belge au fin fond? C'est pas vrai. Tu arrives là, tu vois comment les gens vivent. Ok, Florazé, les messages, je vous en prie. Carrefour, Nelson Mandela. Les messages. Voilà. Vivement qu'on organise la réforme, voire même la refonte du système éducationnel et éducatif camerounais, de la base au sommet, parce que les Camerounais ne savent même plus pourquoi ils vont à l'école. Une autre, Nabouleret va garder à vue pour corruption des bus. Alors on va oui, cette information peut-être avec les... Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement applique la politique du chômage pour nous maintenir dans la misère comme le veut l'Occident. Une autre réaction, le régime du renouveau est un... Non, une autre réaction ce matin, le régime du renouveau est un échec sur tous les plans. Et puis nous avons les preuves pratiquement dans tous les domaines. Rien ne va. Voilà, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de continuer à réagir sur ce plateau suite aux différents sujets que nous abordons ici. On va aller tout de suite chercher le contenu de interpellation de ce mardi 24 avril 2018 avec sous l'égide de la caméra de Cédric Chouna. Le pays fonctionne carrément bien, mais le seul problème qui est c'est ça que les autorités du pays, ils ne font pas leur travail, franchement, puisque ils sont incapables, quand on les envoie en mission, par exemple, au travail, d'aller partager même rien que les convocations. Ils arrivent, ils ne peuvent pas donner la convocation tranquillement pour convoquer cette personne. Ils arrivent, ils intimident, ils menacent les usagers. Ce n'est que ça que moi je peux parler, puisque quand on dit on a porté la tenue, c'est pour supporter tout le monde. Ce n'est pas pour gâter le pays. Ce n'est que ce que je peux dire. Je propose que le gouvernement peut prendre au moins les possibilités pour abattre ça dans ce pays. Puisque si ça fonctionne comme ça, là, franchement, le pays serait en danger, puisque tout le monde au carrefour, quand on sort, on n'a même pas le travail, mais quand on sort, c'est pour trouver un bout de pain. Et quand les autorités viennent intimider aussi, c'est là où ça nuit le pays. Ce n'est que ce que je peux partager aussi avec mes frères. Et donc, voilà le contenu de l'interpellation de ce matin, madame, messieurs, avec le compatriote qui décrit tout ce qu'il y a comme souci et appelle le gouvernement de Yon Philémon à réagir à tout ce qu'on peut caractériser et surtout qualifier d'abus dans ce pays. Charles Hamel, quelle est votre réaction? La réaction, c'est la suivante, c'est que nous sommes dans un pays où, dès que vous naissez, la première chose qu'on vous inculque, c'est la répression. Vous vivez la répression, vous mangez la répression, vous dormez dans la répression, vous travaillez dans la répression, vous êtes malade dans un système de répression et finalement, trop de répression vous conduisent à la mort parce que le stress engendre 7000 maladies parmi lesquelles la mort. Si on peut prendre la mort entre guillemets comme une maladie. Pour dire quoi? Pour dire que regardez la violence verbale avec laquelle nous passons nos journées. À peine voulez-vous traverser, c'est le Bensikina qui est en infraction qui vous insulte. Enlevez vos sales os de la route. À peine vous êtes en train de traverser, vous voulez prendre le taxi. Vous faites un témoignage. Vous proposez, oui, vous proposez en disant que voilà, je descends à feu rouge, s'il vous plaît, j'ai 200 francs. Il dit commence à marcher à pied. Vous avez, c'est une société frustrée. À côté de cela, vous avez des individus parce qu'ils ont le pouvoir d'avoir la tenue,
parce qu'ils ont le pouvoir d'être sur la route et de contrôler, se retrouvent à procéder à des exagérations. Ainsi, le policier qui vous interpelle ne vous interpelle pas parce qu'il veut contrôler vos papiers, mais parce qu'il sait qu'en vous interpellant, il aura 500 francs qu'il va gagner derrière vous. Le gars qui descend pour contrôler l'impôt libératoire ne vient pas juste parce qu'il faut contrôler l'impôt libératoire, il se substitue au policier à un certain moment. Il devient finalement le bourreau de pratiquement tout le monde, mettant la société dans une colère. Vous avez un individu qui arrive et choisit en jouant Marie-Madeleine à quelle voiture sur laquelle il va mettre les sabots. Il met une voiture sur les sabots alors que juste en face du lieu, il y a une voiture qui est plus bas en point. Alors voilà la société dans laquelle on vit et je crois que ce monsieur a bien fait de dire. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que la population veut se soulever, première chose, le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Pardon, laissez mon poste en paix. Laissez-les tranquilles. Voilà ce que disent les préfets, les autorités administratives. Florazé. Oui, je crois qu'il y a un problème de mentalité, surtout dans l'interpellation. Parce que, mais moi qui vous parle, les gars, je me suis fait interpeller par un policier et tout qui ne se présente pas. Maman lui demandait, mais vous présentez-vous d'abord. Et puis maintenant, vous m'interpellez, pourquoi? C'est ça. En fait, le citoyen ne devrait pas avoir peur des hommes en tenue. Pourquoi avoir peur? Surtout quand on sait qu'on n'est pas. Surtout quand on sait qu'on n'est pas. La peur du gendarme est le commencement. Surtout de quand la on sagesse. sait qu'on n'est pas en infraction. Oui. C'est le bandit qui doit avoir peur. Oui. Surtout Pas quand le on sait qu'on citoyen, n'est pas c'est le bandit. en infraction. Il devait avoir une sorte d'harmonie. Mais c'est pas ça aujourd'hui. Parce que justement le discours il est tellement violent. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est frustré. On est frustré pourquoi? Quoi? Les conditions de travail? Quoi? La précarité? Non, mais ça ne justifie rien, Eric Fopoussi. Donc les populations... J'ai donné 5 000 francs à un chauffeur un jour. Je vais vous le dire, 5 000 francs. Je le dis aujourd'hui. Pourquoi? Alors nous étions en train de rouler. Vous devez dénoncer. Nous étions en train de rouler. Non, je peux dire. Nous étions en train de rouler. Il a interpellé, il a interpellé le véhicule. C'est le véhicule de mon grand frère. On s'arrête. Il dit bonjour monsieur, officier de police, tel je ne donne pas son nom. Il dit c'était juste pour vous dire que vous avez la veilleuse là qui ne donne pas. Merci monsieur, bonne journée. J'ai dit non monsieur, venez. Des Camerounais comme vous, il y en a. Voilà juste, voilà. Il dit juste pour vous dire que, voyez. Donc dès que le policier, nous on était en train de dire dans la voiture que c'est sûr que le gars avait encore le combo. Oh, c'est sûr que le gars. Non mais attention. Mais non, mais c'est ça en fait, c'est chier dans la tête des Camerounais maintenant. Que la veilleuse ne donne pas. Oui, que la veilleuse de votre côté a ses deux soucis. Oui. Il faudrait penser à arriver, vous gérer. Je vous laisse partir. Oui, il a sonné, il a dit non, ça va, juste pour vous donner l'information, je ne sais pas si ça arrivait avant ou pendant que vous étiez en train de rouler. Non, mais pensez. Attention, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait contrôler. Non, mais attention, mais il a fait son. Vous ne vous croyez pas au Cameroun, là? Non, pourtant, non, ça existe. Ça existe, ce comportement-là aussi. Justement, ce type de comportement qui devrait avoir, mais ça se fait de plus en plus rare. Mais je continue à penser que il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail. Nous, à notre époque, on se battait pour avoir. À notre époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Mais aujourd'hui, vous êtes les forçats contre la mort. Vous vous battez pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir, pour survivre, pour végéter et réussir. Nous, on se battait pour avoir une place au soleil. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes des forçats contre la mort. Mais il est dans son box à Yassa. C'est-à-dire, il ne sort même plus de là. C'est-à-dire que quand les taximans et tout, ils gardent seulement, on va retrouver le bon monsieur dans sa caisse là-bas, on donne ce qu'il faut donner et on rentre. Mais attendez. Oui, tendance. Pour qui? Flora parlait des policiers. C'est une policière. Quand tu avais au 6e qui voulait me faire le 6e. Voilà, oui, je m'en souviens. Je vois une mince fille comme ça. Je suis sûre que tu étais même sangalon. Une mince fille sangalon qui me fait la cuillère dans mon pays. La cuillère, c'est quoi? La cuillère, c'est que elle me voit une fois, elle est dans la voiture, elle descend. Parce qu'elle a porté la bille d'une gomme. Moi, elle fait partie d'une gomme. C'est parce qu'elle n'aime pas me faire voir. Elle descend une fois, elle me regarde du pied jusqu'à la tête. Je suis sûre qu'elle était jalouse de moi parce que je suis belle. Elle commence à dire présentez-vous. Elle dit que maman, présentez-vous aussi. Elle n'a même pas eu le temps de donner son nom. J'ai dit que donc tu ne me connais pas, maman. J'ai besoin de me présenter dans ce pays, Flora. J'avais ma carte d'identité dans mon sac. Mais sa manière de m'approcher m'a déstabilisée. J'ai dit une fille de mon état. Elle sort de la voiture des policiers du 6e. Elle te menace. Tu me menaces qui? Tu me fais monter au 6e. Elle commence à parler pour dire que je vais aller voir que ton commissaire. Je me connais quand je me fâche. Je vais dire qu'en tant que citoyenne camerounaise, une femme comme moi ne doit pas me stresser.
D'accord. Une femme qui se baisse pour faire pipi comme moi. D'accord. Elle descend d'abord. Non, ça reste. Non, ça reste. Non, c'est une autorité. Parce que vous ne savez pas là ce jour. Non, ça reste une autorité. Elle ne se présente pas. Elle dit une fois, présentez-vous. Elle te dit que maman, bonsoir. Le savoir-vivre permet que vous me saluez. Je ne suis pas en Libye. Je suis au Cameroun, camerounaise de nationalité. Du coup, sa mère de m'approcher m'a fait un jafran. Elle peut être courtoise. Donc, elle n'était même pas gentille. C'est même quoi qu'on met dans la police comme ça. Il faut les gens qui se respectent. D'accord. Est-ce que j'ai même besoin de montrer ma carte dans le pays? Si même les aveugles me connaissent. D'accord. Je lui dis le jour là que ma chérie m'énerve. Je me rase d'abord ou je me déshabille. Je me connais quand il me fâche. Mais je rappelle que le défaut de elle carte... s'approche un genre. Je rappelle que le défaut de quand carte j'ai montré ma carte, elle a eu honte. Est un problème, est une infraction au Cameroun. Je lui ai montré ma carte parce qu'elle m'a marché sa carte. Et aménage la carte d'identité. Je lui ai dit que changer le comportement. Je reste avec vous parce que tout à l'heure, vous nous avez proposé un policier qui visiblement vous a laissé partir par faveur. Non, pas par faveur. Oui, mais c'est une... Ça s'appelle la police préventive. Voilà. Ils ont d'abord rôle de prévention d'éducation. C'est une... Peut-être que ce problème pouvait vous faire des problèmes. On ne sait jamais. Hein. Non, ce problème pouvait vous conduire. Vous savez, il y a des pannes qu'on a avant le départ, pendant le départ et peut-être après. Absolument. Oui. Il a dit, je ne sais si c'est arrivé avant, pendant, on ne fera pas de discussion, mais pensez à... Mais sauf que vous pouvez causer un accident devant. Oui, mais c'est pour ça qu'il les a interpellés. C'est pour ça. Oui, pour attirer leur attention. Mais bon, maintenant, vous vous dites, il faut les interpeller. Il y avait un garage à côté. Non. Non, mais quand on les immobilise, ils prennent notre voiture, ils vont où ils vont. Il va mettre vous appellerez un garagiste qui viendra gérer ça. En fait, il faut pousser on doit faire un pays. Non, mais s'il faut. pas imaginer que la loi, c'est la loi. Aux États-Unis, on appelle l'assureur. Oui, qui vient. L'assureur vient gérer. Et vous en avez au Cameroun. Oui, donc, mais comment ça va vous regarder? Le chef de l'État a dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, on vit avec notre réalité ici. On va jouer la Coupe des Nations sans stade. Non, il y aura un stade. Mais je vous jure qu'honnêtement, je vous taquine parce que je n'aurais pas pu laisser passer ça. Je me serais senti mal toute ma journée. Mais c'est Charles Hamel, là. Si je ne le faisais pas. C'est Charles Hamel. Parce qu'il m'a fait. À côté des policiers qu'on paye, il y en a qui passent leur concours, qui ont dit à leurs parents qu'ils seront policiers et qui sont fiers d'être policiers. Comme tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup de respect pour les hommes en tenue. Je vous respecte énormément, mais soyez polis. D'accord. Oui. Alors, on va aller retrouver au studio B ce matin Constantine Lamine, le plus sénégalais des Camerounais ou le plus camerounais des Sénégalais, qui va nous parler ce matin des détecteurs de fumée et de gaz. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour une fois de plus à tous les consommateurs des produits commercialisés dans le label Salaka qui aujourd'hui se présente comme l'un des meilleurs concepts de vente en Afrique et le meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2017. Alors ce matin, je viens bien entendu attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent encore une fois de plus. S'il vous plaît, soyez prudents, soyez préventifs, évitez le pire. Hier, aux environs, bien entendu, de 19h moins, tout un immeuble s'est incendié du côté, bien sûr, de Mbangé. C'est à Douala, au Cameroun, non loin de mon domicile. Bien entendu, vraiment, j'étais sidéré, j'étais vraiment étonné, j'ai pleuré énormément à la place, bien sûr, des victimes. C'était hier, aux environs de 19h, du côté, bien sûr, de Mbangé. C'est à Douala vers Koton, non loin de Baouba. Alors, tout un immeuble avec plusieurs studios, avec plusieurs personnes qui habitent de ce côté-là. Ils ont vu les meubles, les chaises, les téléviseurs, les lits. C'est-à-dire tout a été calciné. Tout a été calciné. Alors que si ces gens avaient été préventifs, si ces gens regardaient de temps en temps la télévision Equinox et écoutaient la radio Equinox, ces gens devaient éviter le pire. Et comment éviter le pire? C'est tout simplement en achetant son détecteur de fumée ou alors son détecteur de gaz. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de rester derrière comme les tuyaux d'échappement, plus besoin d'être dernier, plus besoin de pleurer demain quand le pire va s'installer. Aujourd'hui,
pour éviter les incendies. Aujourd'hui, pour éviter le pire à la maison en matière d'incendie, en matière bien sûr de problèmes de gaz c'est-à-dire qui va exploser demain après-demain, la solution est de commander dès à présent votre détecteur de fumée ou alors votre détecteur de gaz commercialisé bien sûr à travers le concept Salaka. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Il vous suffira tout simplement d'appeler dès à présent, quel qu'en soit où vous êtes. Vous êtes en Guélémendouka, vous êtes à Yaoundé, vous êtes du côté bien sûr de Koto, du côté de Mbangé, du côté de Bonamoussadi. C'est l'occasion plus que jamais de saisir cette opportunité qui s'ouvre à vous en ce moment en composant les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, d'appeler, oui, d'appeler et vous aurez votre détecteur de fumée à la maison. L'installation est facile. On peut l'installer soit sur le plafond, dans la cuisine, dans la chambre, au couloir, quel qu'en soit l'endroit où c'est installé à la maison. Une fois qu'il y a quelque chose qui se signale comme un incendie, comme une fumée, ou alors comme un gaz, comme le gaz qui sort de la cuisine, ce détecteur de fumée ou de gaz va directement vous alerter et alerter les voisins. Et là, on pourra éviter le pire. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas de l'acheter. C'est important, c'est capital, c'est d'origine et c'est avec 2 ans de garantie. Il est mignon, il est pratique, il est stylé, il est facile à être installé. Il n'encombre pas. Ah ben oui, tout au contraire, il ajoute un plus dans votre maison parce que l'installation de ce détecteur de fumée vient non seulement apporter la prévention, mais également embellir le coin sur lequel il est installé. Alors je rappelle qu'il coûte tout simplement la somme de 11 500 francs. Je n'ai pas dit 150 000, non. Je dis bien 11 500 francs pour avoir votre détecteur de fumée que voici entre mes mains dans son emballage avec tous les accessoires d'installation, la pile bien entendu à l'intérieur. Vous l'installez directement, quel qu'en soit l'endroit où il est installé. Vous êtes bien sûr à l'abri des incendies. Vous êtes à l'abri de tout ce qui a comme risque d'incendie à la maison avec ce magnifique détecteur de fumée. Essayez, vous ne serez pas déçus. Commandez dès à présent. Vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Quand c'est pas bon, je ne vends pas. Quand c'est pas bon, je ne communique pas. Quand c'est pas bon, je n'associe pas mon image derrière n'importe quoi. Et je suis sur les antennes Equinox Radio et Télévision, le meilleur média d'Afrique. C'est pour vous parler de la qualité commerciale. Et cette qualité commerciale, c'est avec les détecteurs de fumée. Oui, ça détecte la fumée à distance. Ça ne coûte que 11 500 francs seulement. Et comment l'avoir? C'est tout simplement en appelant à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. J'ai dit bien 2 numéros de téléphone qui vous permettront de pouvoir commander votre détecteur de fumée au prix unique de 11 500 francs seulement. À côté, bien sûr, des détecteurs de fumée, on a bien entendu les magnifiques détecteurs de gaz. On a vu des maisons qui sont allées en fumée. On a vu des maisons qui se sont brûlées entièrement parce que l'enfant a oublié de fermer la bouteille de gaz. Aujourd'hui, plus besoin de se plaindre parce qu'avec le détecteur de gaz, une fois que le gaz commence à sentir un tout petit peu, ça signale directement, ça vous alerte et ça alerte même les voisins. Alors que aujourd'hui, on n'a plus besoin, chers téléspectateurs, de dire que j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes biens à la maison, à la boutique, au bureau, parce que la bouteille de gaz était ouverte. C'est terminé tout cela. On va dire bye bye à tout ce qui a comme incendie lié à la bouteille de gaz avec votre détecteur de gaz qui ne coûte que la somme de 15 000 francs seulement. Oui, chacun devrait l'avoir. Ça ne sert à rien de construire une maison à des millions. Ça ne sert à rien de construire une boutique à des millions alors qu'on ne peut pas l'équiper, on ne peut pas sécuriser cette maison. Aujourd'hui, après avoir construit la maison, il faut penser à sécuriser votre maison, à sécuriser votre boutique, votre bureau. Et c'est avec le détecteur de fumée qui ne coûte que 11 500 francs ou alors le détecteur de gaz qui ne coûte que 15 000 francs seulement. À bon entendeur, salut. Prévenir vaut mieux que guérir. Et une fois de plus, Assia, à tous ces gens de Mbangé qui ont vu leur maison, leurs biens aller en fumée. S'il vous plaît, prochainement, commandez votre détecteur de fumée ou alors votre détecteur de gaz. Merci Lamine. Merci beaucoup. On se retrouve rapidement dans les tout prochains jours. Madame, Monsieur, quant à vous, on vous donne rendez-vous demain. C'est hélas déjà la fin de cette édition de 10-12 le Zénith. Que Dieu bénisse le Cameroun.